Vos, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associé à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons Martine Diarco qui a écrit un livre, Une psy parle aux esprits, aux éditions Mama. Alors, je vous conseille vraiment cet ouvrage qui est très bien écrit. Martine a une jolie plume, presque poétique, bourrée de métaphores et vous savez, si vous me connaissez, que j'adore ça. Ce livre transpire d'érudition, il y a beaucoup de références. C'est un livre aussi qui nous amène sur les traces de la vie de Martine, de tout ce qu'elle a traversé et qui mêle aussi des cas cliniques. Bonjour Martine, la psychologue qui s'intéresse aux dimensions invisibles de la conscience. Bonjour Evelyne, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous, de vous rencontrer et j'aime beaucoup votre travail. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre présentation? Et bien sûr, nous allons parler du trajet de votre vie, de tout ce que vous avez découvert au cours de cet entretien. Vous pouvez avoir aussi envie déjà de dire quelques mots à votre propos. Alors, bon, je suis psychologue clinicienne hein, de formation universitaire. Je suis psychanalyste, mais je dirais que je suis une psychanalyste non orthodoxe, un peu iconoclaste, même si ma corde d'enracinement, c'est la psychanalyse freudienne. Et après plus de 40 ans de pratique, vu l'état du développement personnel en France, hein, sa vulgarisation et ses excès, je retourne de plus en plus vers les fondements, vers la psychanalyse, en l'élargissant à d'autres approches, notamment les états d'expansion de conscience. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots de Freud, parce que vous rappelez dans votre livre quelque chose que peu de gens savent, je pense, c'est que Freud a écrit 2 articles sur la télépathie et vous ramenez ses propos, page 120. La transmission de pensée ne peut être accidentelle. Quelques personnes disent que je deviens crédule en vieillissant, mais je ne le pense pas. J'ai simplement appris toute ma vie à accepter des faits nouveaux humblement. Et page 286, il ne me semble plus possible de repousser l'étude de ce que l'on appelle les phénomènes occultes, ces choses qui prétendument cautionnent l'existence même de forces psychiques autres que celles que nous connaissons chez l'homme et chez l'animal, ou qui dévoilent chez l'un et chez l'autre des facultés auxquelles jusque-là on ne voulait pas croire. La pente vers ces recherches paraît irrésistible. Alors ça, c'est pas des choses qu'on nous apprend sur les bancs de la fac. En fait, c'était un homme très libre, mais lorsqu'il fait ses premiers pas, il souhaite que la psychanalyse ne soit pas affiliée au judaïsme ni à quelque chose d'occulte. Parce que quand on parle d'inconscient, c'est ce que je dis toujours et j'aime cette phrase, c'est on parle de l'inconscient mais on ne le voit pas. Et je pense que si le psychanalyste, si le psychothérapeute, parce que le psychanalyste, c'est aussi un psychothérapeute, hein, il s'occupe du soin de l'âme, du soin de la psyché, il est au chevet du patient. Donc la psychanalyse, c'est pas un exercice théorique ou conceptuel, c'est vraiment un outil d'accompagnement. Et il y a eu trop d'excès dans la psychanalyse du fait de Lacan et de ses disciples qui ont complètement désossé et désincarné la psychanalyse et en ont fait un outil uniquement cérébral. Moi, je me souviens, mon premier analyste était un lacanien fervent. Et j'en parle dans mon livre, quand j'arrivais dans son cabinet, à l'époque, j'étais très très jeune, il y avait le séminaire de Lacan sur le divan. Les séances duraient 3-4 minutes. Et je me souviens un jour, à l'époque, je payais 150 francs par séance, 3 séances par semaine. Et un jour, et je travaillais, je gagnais mon argent pour payer mon analyse, c'était beaucoup. Et un jour, je lui tends un billet de 500 francs. Et la séance était de 150 francs. Il m'a dit, ça sera à valoir pour la prochaine fois. Vous voyez, cette désincarnation, l'argent, c'est un échange. Le psychanalyste doit pouvoir toucher à l'argent et rendre la monnaie à son client. Et là, j'avais l'impression d'être un client, plus d'être un patient, en fait. Et je ne me suis pas sentie respectée. Et puis ensuite, j'ai rencontré une figure très, très humaine de la psychanalyse, dans la figure d'Octave Manoni, qui était aussi un lacanien,
mais un lacanien qui avait su prendre ses distances et demeurer fidèle à lui-même sans être inféodé à un dogme. Et c'est pour ça que la psychanalyse, je crois, en France, est un petit peu tombée en désuétude parce qu'elle est devenue dogmatique. Et la psychanalyse, c'est tout sauf un dogme. Et pour en revenir à la télépathie, si le psychanalyste ou le psychothérapeute n'est pas doué de ce sens télépathique, de ce sixième sens, s'il ne peut pas écouter avec la troisième oreille, comme dit Theodor Reich, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Je crois que le psychanalyste, le psychothérapeute, quelque part, c'est un guérisseur. C'est un penseur d'âme. Il va penser l'âme du patient. Et le mot âme, on n'en parle pas, parce que c'est une connotation ésotérique, occulte, religieuse. Non, l'âme, ça n'a rien de culte. Je dirais que Jung parlait du soi, où c'est notre surconscience ou notre superconscience, mais c'est cette partie de nous qui n'a pas été touchée et qui est restée intacte et qui sait. C'est notre inconscient. C'est la partie finalement la plus consciente de nous-mêmes. Mais parler comme ça, c'est faire preuve de courage. D'ailleurs, je trouve que tout ce que j'ai pu lire dans votre livre montre votre courage, le courage d'aborder ces thématiques comme la spiritualité, comme les psychédéliques, ce qui risque quand même de vous mettre au banc de la société matérialiste bien pensante. Je trouve aussi le courage que vous avez eu de traverser vos ombres, hein, parce que pour passer par des séances de chamanisme, par les psychédéliques, etc. Il faut quand même beaucoup de courage. Il faut être suffisamment, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, suffisamment structuré. Et puis, il y a un truc dans votre livre que je trouve aussi très courageux, c'est que vous donnez parfois des cas cliniques où vous avez échoué. Et ça, il y a peu de gens qui le font, hein, et notamment pour dire ben, à côté de quoi vous êtes passé, et que la vie vous a appris, que les formations vous ont appris. Je crois que le psychothérapeute, le psychanalyste, on va dire le psychothérapeute, puisque je suis psychothérapeute, hein, et maintenant, avec la nouvelle loi, et psychothérapeute, celui qui est psychologue clinicien ou psychanalyste, et encore, si on discutait de cette loi qui est une loi un peu perverse aussi. Euh, je crois qu'on ne réussit pas avec tous les patients. Et c'est pas, à la limite, c'est pas le psy qui réussit, c'est le patient. On travaille avec les résistances et le désir du patient. Et en aucun cas, on peut insuffler ou souffler au patient notre désir. Finalement, il doit aller où il doit aller. Il va aller où il doit aller, où il souhaite aller. Mais on connaît tous ces mécanismes de défense qui se mettent en marche. Et parfois, s'il y a des mécanismes de défense, le psy doit être suffisamment alerté et sage pour savoir qu'il ne faut pas toucher à ces mécanismes de défense. Et qu'on peut avoir, entre guillemets, une ambition pour un patient qui ne sera pas la sienne, et c'est accepter son propre, le chemin du patient. Mais ce qui est extraordinaire, je trouve, dans notre métier, c'est quand un patient nous quitte avec notre accord, on se donne la main et le travail est terminé. Et le patient s'en va avec la gestalt est accomplie, hein. Il y a quelque chose qui s'est accompli, le travail est accompli. Puis quelques années après, il nous rappelle en disant, ben voilà, il y a quelque chose que je n'avais pas exploré à l'époque et maintenant je suis prête. Mais on doit pouvoir avoir suffisamment de liberté intérieure pour pouvoir dire non à un patient, je ne pense pas que je serai la personne qui pourra vous accompagner. Ne pas être dans la séduction du patient, ne pas tomber dans sa séduction et surtout nous, ne pas être dans la séduction par rapport au patient. Et ça, pour en arriver là, je trouve que c'est déjà un travail personnel. Je vois quand même beaucoup de thérapeutes qui n'osent pas, qui veulent faire plaisir, comme vous dites, qui sont dans la séduction par rapport aux patients. Moi, je trouve que vous avez le courage du grain. Alors, vous rapportez dans votre texte, page 19, un texte de Michael Ivanov. La vie spirituelle est semblable à une terre dans laquelle vous devez vous enfuir pour croître. Jusque-là, vous ressemblerez au grain qui est resté dans le grenier. Dans ce grenier, évidemment, il est tranquille. Il ne subit ni la pluie, ni le vent, ni la grêle, mais bientôt il moisira ou sera grignoté par les souris, ce qui est bien pire. Tandis que le grain mis en terre doit subir les intempéries, mais il pousse, il donne des fruits, il est utile.
en embrassant la vie spirituelle, vous ne serez pas à l'abri. Alors, ben moi, je dirais que vous avez donc ce courage du grain. Qu'est-ce qui vous a fait sortir du grenier et qui vous a finalement planté dans la terre? Je vivais aussi dans une famille qui avait beaucoup souffert de la guerre. J'ai été élevée là-dedans, dans le culte de la mémoire. Et donc, on me racontait très peu de contes de fées, c'était toujours du drame. Et élevée dans le drame, et avec des parents très, très aimants, très vite, je me suis échappée dans les livres, dans la littérature, très, très, très jeune. Et j'adorais les contes. Donc, je me nourrissais de contes, notamment les contes, les contes des bêtes enchantées, qui étaient illustrés par Adrienne Ségur, ces dessins qui étaient presque des dessins psychédéliques. Ça me faisait complètement rêver et je rentrais comme ça dans d'autres mondes, ce qui fait que je pouvais supporter ces histoires atroces que me racontaient mes parents. Et la petite fille que j'étais, elle est devenue très très vite trop consciente, en fait, trop adulte et trop sérieuse. Alors, j'ai fait des études d'anglais, d'abord de littérature d'anglais, et ce qui était extraordinaire, c'est que je ne voulais pas être prof, en fait. Mais j'ai toujours été attirée par le monde anglo-saxon, le monde américain, le monde amérindien. Donc, j'ai fait des études d'anglais jusqu'à la maîtrise. Et vraiment, je ne savais pas du tout un jour, je serais psychanalyste. Je voulais être guérisseuse quand j'étais petite. Mais voilà, et je me souviens, en cours de philo, on n'a pas eu de cours sur la psychanalyse. J'étais déçue. J'ai mon bac à 18 ans ou 19 ans. Je suis un peu désorientée. Je ne sais pas quoi faire. Je fais des études d'anglais. Mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, j'ai très bien compris après, c'est qu'il y a une sorte de guidance qui est là à l'œuvre et c'était le fil directeur, c'est le fil d'Ariane en fait. C'était mon fil. Et mon mémoire de maîtrise, c'était les relations interpersonnelles dans l'œuvre de Scott Fitzgerald, notamment dans Tender is the Night, Tendre est la nuit, interprétation psychanalytique. Et là, j'ai compris. Alors après, j'ai pas fait. Alors j'ai voulu faire des études de psycho après l'obtention de ma maîtrise. J'avais commencé un doctorat, puis je me suis dit, bon, je ne veux pas être prof. Donc j'ai voulu faire des études de psycho. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Et les études de psychoclinique n'étaient pas encore enseignées. On en était à la psychologie comportementale et expérimentale, le behaviorisme, qui n'était pas du tout mon truc. Et puis la vie a fait que j'ai fait des, j'ai vendu des tableaux, je fais plein de choses dans ma vie. D'ailleurs, Tigran Adin, mon éditeur, dit que je suis une aventurière. Après, il dit non, tu es l'aventurière de la psyché. C'est vrai, je sentais que la vie, dans une vie, on a plusieurs vies, et que si on ne devient pas le héros de sa propre vie, on passe à côté. Donc, le grain, alors, je suis devenue complet, le vilain petit canard, quand j'ai dit à mes parents, j'étais encore très jeune, que je voulais être psychanalyste. Comment, ma petite fille, hein, elle devrait être pharmacienne, ou avocate, ou docteur, ou enfin médecin. Mais la psychanalyse, c'est pas du tout quantifiable. Et puis, j'ai tracé. Il y avait une force, il y avait quelque chose qui me dépassait. Donc, j'avais commencé une psychothérapie assez jeune. Bon, je connaissais certaines difficultés personnelles, enfin affectives. Et la psychothérapeute, qui est une vieille dame russe que j'adorais, s'appelait Madame Fishman, je lui rends hommage. Elle avait été l'élève d'Adler à Vienne. Elle avait peut-être 75 ans quand j'ai commencé ma thérapie avec elle. Et elle m'a dit avec son accent russe, Martine, maintenant, vous commencez des études de psychologie et une analyse, mais pas avec moi. Et j'ai commencé ma psychanalyse, je dois avoir 25 ans ou 26 ans, après avoir fait 5 ans de psychothérapie avec elle. Donc, je suis une vieille routière de la psychothérapie et de la psychanalyse. Et donc, j'ai commencé des études de psychologie clinique à Paris 7. Et j'ai eu la chance de partir très vite aux États-Unis, à Esalen, plusieurs fois, où j'ai découvert les thérapies humanistes et psycho-émotionnelles. J'ai eu mon diplôme de psychoclinique très jeune, à 30 ans ou 31 ans. Et j'avais derrière moi comme plusieurs années de psychothérapie, de psychanalyse, et j'ai commencé très très tôt.
Et puis, je savais, alors j'étais très interpellée par tout ce qui se passait en Californie, mais je sentais qu'il était vraiment essentiel que je m'ancre dans la psychanalyse, que je continue mon travail personnel. Moi, le travail ne termine jamais. Et une fois bien ancré dans ma pratique, ben, j'en parle dans mon livre, et j'ai reçu un flyer annonçant la venue de Stan Grof à Paris. Mais je sentais que, et bon, il animait un stage autour de mort et renaissance, et ma vie, c'est des morts successives suivies de renaissance. Je suis ascendant Scorpion, hein. Et là, je savais que c'était pas le moment. Il fallait que j'attende encore un peu. Il fallait pas. Et je me suis dit, Martine, écoute ta voix intérieure, même si tu as envie de le rencontrer, c'est pas le moment. Et puis, 3, 4 ans après, peut-être un peu plus longtemps, je me souviens plus, je faisais partie de l'équipe de recherche d'une association qui s'appelait IANDS, IANDS, vous connaissez, hein, qui était dirigée à Paris par Evelyne Sarah Mercier, puis un psychiatre dont j'ai oublié le nom. Et on travaillait autour des NDE, qui s'appellent maintenant les EMI. Et j'ai été passionnée, et j'ai rencontré le père Brune d'ailleurs, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'aimais beaucoup. Et puis un soir, lors d'une réunion, il y avait un flyer qui traînait et qui annonçait la venue à Paris, enfin oui, à Paris, d'une élève de Stanislas Grof qui animait un groupe de respiration holotropique. Et là, hop, j'ai su que c'était le moment. Je me suis inscrite, j'ai fait le groupe. J'ai vécu dans le groupe une expérience lumineuse, transpersonnelle, dont je parle dans mon livre. Et je savais que c'était le moment. Maintenant, j'étais prête, j'étais suffisamment ossifiée, armaturée psychiquement. Et c'était le moment pour moi d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que comme dans la Kabbale, on peut pas, et c'est marrant, tiens ce que je dis, dans la Kabbale, on ne peut pas commencer l'étude de la Kabbale avant 40 ans, avant d'avoir mangé son pain et sa viande, c'est-à-dire avant d'avoir fait aussi, d'avoir une famille, de l'avoir nourri, élevé ses enfants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dédier, hein, à ce qui nous est propre, à ce qui nous est cher, hein, dans notre âme. Et moi, j'avais presque 40 ans. Vous voyez, ça, je n'avais pas fait le lien, j'avais 39 ans et demi. Donc, je suis partie aux États-Unis, et là, bah, tout s'est fait. Enfin, j'ai découvert, c'est même pas j'ai découvert, j'ai retrouvé des éléments que je connaissais, mais qui étaient enfouis très, très lointains, de façon très lointaine en moi, qui avaient été refoulés parce qu'il avait fallu que je m'adapte. En fait, jusqu'à ce que je rencontre Groff, et ce travail en état d'expansion de conscience et la prise de substance, je découvrais que j'avais utilisé des stratégies adaptatives, en fait, pour me faire accepter. Parce que on me faisait tellement, on me signifiait tellement que j'étais différente. Donc, le travail en expansion de conscience, ça m'a fait vraiment me rencontrer dans qui j'étais réellement, dans mon être profond. Alors, c'était puis bon, j'avais suivi des ateliers de danse aussi avec Gabrielle Ross. Donc, j'ai pu mettre en place aussi la danse. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse, mais ça ne se faisait pas dans ma famille. Donc, cette petite fille qui était tellement différente, elle pouvait enfin exprimer sa différence et puis accepter de ne pas être acceptée par tout le monde, mais suivre sa propre voie. Et c'est ça, en fait, qui a été important. Et Freud disait que dans une allocution qu'il avait faite au Bnebrit, je ne sais plus en quelle année, je l'écris dans mon livre aussi, qu'il avait choisi aussi des voies d'avant-garde et qu'il avait accepté aussi le fait de ne pas être accepté et reconnu. Et il a été très critiqué, Freud, hein, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que vous pourriez nous lire un extrait? Il existe beaucoup de façons et de moyens de pratiquer la psychothérapie, et tous ceux qui aboutissent à la guérison sont bons. Je ne rejette aucune de ces méthodes et en ferai usage si quelque occasion favorable se présentait. Et ça m'a ramené à Ferenczi, qui était un de mes maîtres, que Ferenczi a osé. Il a osé toucher le patient, il a osé créer la relaxation, et il a été conspué par ses pairs. C'est-à-dire, lorsqu'on est différent, on fait peur. Et être différent, on le paie cher parfois. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable d'être qui on est, d'être fidèle à soi et heureux ou heureuse avec ça, avec ce trésor qui est à l'intérieur de nous, plutôt que de plaire et d'agir de façon courtisane?
certainement. Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour ceux qui ne connaîtraient pas Stan Grof, et nous dire aussi quelques mots de la respiration holotropique? Est-ce que ça vous a vous fait découvrir? Alors, je me souviendrai toujours de ma première rencontre physique avec Stan Grof. Donc, j'arrivais, donc on avait pendant plusieurs années, 4-5 ans, on se retrouvait plusieurs fois par an en Californie et durant chaque séjour de 15 jours, on avait 2 modules de 5 jours. Donc 5 jours, 3 jours de liberté. Et je le vois de loin. Alors ce qui est marrant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque j'ai reçu le premier flyer de Stan Grof, mais je n'étais pas encore prête, je ne connaissais pas son nom. Mais quand j'ai vu Stanislas Grof, j'avais jamais entendu parler de lui. Le titre du séminaire, c'était Death and Rebirth, donc mort et renaissance. Je dis, mais je le connais. Mais jamais je n'avais vu son nom. Mais il y avait comme une réminiscence. Alors, quitte à paraître folle, allons-y jusqu'au bout, hein, je sais très bien. Donc, j'arrive au lieu de séminaire, on se retournait dans le réfectoire, enfin dans le lieu où on déjeunait. C'était plus qu'un réfectoire quand même. Et je vois cette silhouette massive, un ours, Big Bear, un gros ours de dos. Je dis, c'est lui. Donc, je vais vers lui, je me fais connaître, et il me dit, But we know each other, on se connaît déjà, we already know each other. Et je lui dis, mais oui, on se connaît. Et donc, si vous voulez, oui, il confirmait ce que moi je ressentais, que c'était. Et son travail, la respiration holotropique, très vite, je savais que c'était mon outil en fait. Je savais que c'était un des maillons qui me manquait pour aller plus loin dans la connaissance de moi-même. Donc, j'ai fait la formation qui a duré plusieurs années. J'ai eu une relation très proche, mais c'était mon maître en fait. Mais le maître Grof, c'est quelqu'un, donc c'est un psychiatre, psychanalyste américain d'origine tchèque. Il a d'abord euh, exercé à Prague. Hein, il était chef de service en psychiatrie à l'hôpital Saint-Charles. Et un jour, il reçoit d'Albert Hoffman, donc le créateur du LSD, une caisse de LSD pour le proposer à ses patients. Et Stan, c'est quelqu'un de très éthique, de très, très déontologique. Il ne peut pas utiliser une molécule inconnue il ne peut pas le proposer à ses patients sans l'avoir lui-même expérimenté. Ce qui me fait toujours dire qu'on ne peut pas pratiquer une technique psychothérapeutique si on ne l'a pas soi-même expérimenté et travaillé sur nous. Enfin, je trouve ça sauvage. Bon, enfin, on en avait déjà parlé, mais il faut vraiment l'avoir travaillé sur soi pour pouvoir la proposer aux patients. On peut pas proposer des territoires qu'on n'a pas nous-mêmes explorés. Donc pendant plusieurs mois, il va se faire des injections intramusculaires ou intraveineuses en intramusculaire avec du LSD. Et il va réaliser qu'il a accès à tout un réservoir mémoriel, à des mémoires, des souvenirs dont il n'avait absolument pas connaissance. Et il s'aperçoit que ça permet de voyager dans le temps. Donc, il va revivre des expériences de naissance, des expériences familiales dont on ne lui avait jamais parlé, des événements, enfin, euh, et il en parle à sa mère. Sa mère était quelqu'un de très, très ouvert, qui a complètement suivi les travaux de son fils. Et elle a elle-même plus tard pris des substances, pratiqué la respiration holotropique. C'est une femme très, très, très alerte intellectuellement. Et sa mère, donc, il présente tout ce qu'il a vécu sous LSD. Et sa mère lui dit, mais tout est juste. Donc, on sait, il y a déjà à l'intérieur de nous toute une connaissance qui n'est pas le savoir, c'est vraiment la connaissance. On ne naît pas table rase. Hein, le bébé, c'est un être conscient quand il naît. Et donc, quand il est confirmé dans cette approche, il va le proposer à des patients en voie terminale, hein, qui sont atteints de maladies létales et sans espoir de rémission. Et il va le proposer à des patients aussi psychotiques, hein, ce qui va leur permettre de comprendre aussi le sens de leur psychose, puis à des patients névrosés lambda. Et il y a un très beau livre qui a été écrit, il était très ami avec Aldous Huxley, qui était aussi un chercheur et philosophe,
Et Laura Huxley a écrit un très très beau livre qui s'appelle, je ne sais pas si ça a été traduit en français ou en anglais, c'est This Timeless Moment, ce moment sans fin, dans lequel elle décrit l'accompagnement qu'elle offre à son mari durant tout son chemin pré-mortem. Et ça a permis à son mari, qui avait un cancer de la bouche, d'aborder la mort dans un état extrêmement serein et puis de lâcher prise pratiquement avec le sourire. Voilà. Et alors, quand le gouvernement américain, on est dans les années 55 à peu près, et donc le gouvernement américain va avoir vent de ses recherches et va l'inviter à venir enseigner. Donc, il va donner des conférences dans les grandes universités médicales. Et puis, on va lui proposer de rester aux États-Unis. Donc, il quitte la Tchécoslovaquie, qui était encore complètement enferrée dans le dogme communiste. Et il va débarquer à Baltimore. Et il va devenir Chief Resident au Baltimore Institute, où il va pouvoir euh, poursuivre ses recherches et proposer du LSD aux patients dans un cadre clinique très strict en institution. Et à l'époque, euh, quand il a commencé à divulguer ses recherches, on a utilisé le LSD aussi en Europe, hein. À Sainte-Anne, on utilisait du LSD chez Delay, de Nicker, et puis bon, euh, dans les années, au moment de la période hippie, ça a été utilisé de façon totalement bâtarde, hein, sans précaution. Et donc, il a, à ce moment-là, arrêté le LSD pour créer la respiration holotropique. Donc, la respiration hyperventilée, hein, très rapide, on inspire et on expire avec le ventre sans s'arrêter jusqu'à ce que l'on rencontre un autre état de conscience. Et à ce moment-là, on peut reprendre sa respiration habituelle. Et cette respiration est pratiquée sur des musiques très très fortes, très puissantes, très évocatrices. Et la conjonction du souffle et de la musique permettent donc cette expansion de conscience. Surtout ne pas pratiquer seul, surtout pas en solo. Je le dis, je le redis. Surtout ne pas suivre des stages online de thérapeutes ou pseudo-thérapeutes qui proposent des séances de breathwork quand vous êtes chez vous. Ne pas le faire. On peut décompenser, hein. Et qu'est-ce qui se passe si on décompense et qu'il n'y a personne à côté pour vous ramener à la réalité? Ne pas pratiquer en solo. Et si vous voulez, et ça, excusez-moi, mais je suis extrêmement ferme parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excès, il y a beaucoup d'accidents. Savoir avec qui on fait l'expérience, connaître aussi, poser des questions sur la formation du psychothérapeute. Parce qu'il y a des contre-indications. Il faut être extrêmement vigilant. Donc, alors, le mot holotropique, c'est aussi intéressant, le mot holotropique. Holo, ça vient à l'entièreté, et tropique, ça vient de trépéine, c'est des blats sévères. Donc, quand on pratique, lorsqu'on vit une séance de respiration holotropique avec un psychothérapeute exercé, hein, on va avoir accès à différents types de mémoires. Des mémoires psychodynamiques, psychologiques, qui ont trait à notre histoire, hein, dont on se souvient, à des mémoires qui ont été refoulées, hein, parce que le traumatisme, ça crée aussi du refoulement. À la naissance, hein, le travail de Groff est très inspiré du travail d'Autorank, hein, du traumatisme de la naissance. Et Autorank, à l'époque, il a été très discrédité. Le bébé, c'est un petit être vivant. Déjà, quand il est dans la matrice, il a une intelligence, des perceptions. Et dans la respiration holotropique, on va avoir accès à des souvenirs périnataux. Il y a des empreintes qui sont là. Et on va pouvoir revivre des moments dont notre mère ne nous a jamais parlé. Et quand on les confronte avec la mère, c'est toujours juste, hein. Donc c'est ça, il y a quelque chose de magique. Mais la magie, elle réside dans le fait que c'est votre, c'est votre persistance à respirer, à être vraiment engagé dans la respiration qui va permettre cette expansion de conscience. Si vous restez à la lisière, il ne se passera rien. Donc, pour pouvoir pratiquer cette respiration, il importe d'être en bonne santé parce qu'il y a des contre-indications qui sont les pathologies cardiovasculaires,
l'hypertension, les pathologies psychiatriques, hein, le glaucome, hein, c'est une tension oculaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? La grossesse, évidemment. Hein, si une femme pense qu'elle est enceinte, évidemment, on s'abstient. Les opérations chirurgicales récentes. Euh, voilà, donc il faut être très. Il faut aussi savoir dire non à quelqu'un. Moi, quand j'ai des gens, et surtout, surtout, ne pas la pratiquer avec des patients qui n'ont pas fait de travail sur eux. Quand quelqu'un s'inscrit, moi, j'accepte jamais des inscriptions que les gens ont faites sur Internet. Voilà, il y a un bulletin d'inscription, je l'envoie à Martine Gerco avec le chèque et je m'inscris. Non. Si je reçois un chèque, je téléphone à la personne, parce que quand j'ai ses coordonnées, et si au téléphone je sens qu'il y a quelque chose qui est pas d'équerre, je ne la prends pas. Si la personne n'a pas fait un travail psy préliminaire, je ne la prends pas. C'est important que la personne soit déjà suffisamment structurée parce que ça peut être très décapant. C'est une expérience qui est très gratifiante parce qu'elle permet d'aller loin, mais elle peut être aussi très bousculante. Et il importe aussi de raison garder chez le thérapeute parce que c'est un travail, c'est passionnant d'animer des groupes de respiration holotropique parce qu'il se passe des choses qui vont au-delà de l'ordinaire. Et attendez, ça fait plus de 40 ans que j'exerce et ça fait, oui, 35 ans que j'anime des groupes, des stages de respiration holotropique. Il y a toujours, et les gens qui se rencontrent dans un groupe ne se rencontrent pas par hasard. C'est pas par hasard que tel groupe a été constitué. Il y a tellement de connexions entre les gens qui ne se sont jamais rencontrés in vivo, hein, dans la réalité, mais qui, en fait, se connaissent déjà. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je pense à un, un homme et une femme dans un groupe, il y a 2 ans. Euh, donc, il y a du covoiturage. Moi, j'anime dans un domaine qui s'appelle le domaine de Toussac, à côté de Provins. Et donc, il y a des covoiturages qui s'organisent. Et cette patiente, euh, on va l'appeler, je ne vais pas donner son vrai prénom, on va l'appeler Caroline. Caroline monte en voiture, donc elle est prise à une station de métro par Olivier. Donc, ils roulent tous les deux jusqu'au domaine de Toussac, discutent de choses et d'autres, etc. Et puis, en respiration holotropique, on travaille par deux, en binôme. Donc, vous choisissez, il y a 2 sessions, une session le samedi, une session le dimanche. Donc, celui qui va respirer le samedi va être accompagné par son sitter et le lendemain, les rôles s'alternent. Et donc, Caroline et je ne sais plus, Olivier, c'est ça que j'ai dit, Olivier, hein, décident de travailler ensemble. Ils s'accompagnent l'un et l'autre. Bon, il y a beaucoup d'entente, beaucoup de complicité. Et ils ont l'impression de se connaître, mais ils ne se connaissent pas en fait. Puis le groupe se termine, donc ils rentrent à Paris ensemble. Donc Caroline remonte dans la voiture d'Olivier. Et puis euh, Caroline demande à Olivier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, ben, bien peut-être qu'elle va oublier qu'il était psychothérapeute. Non, je suis psychothérapeute et avant j'étais architecte. Ah, tu étais architecte. Et où as-tu fait tes études? Et il lui dit, bah, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts à Paris. Aux Beaux-Arts? Ah là là, mais c'est drôle parce que mon père était prof, était architecte et prof d'architecture aux Beaux-Arts. Olivier demande à Caroline, comment s'appelait-il? Et elle donne le nom de son père. Et à ce moment-là, il s'effondre. Et Caroline, à ce moment-là, prend une photo d'Olivier dans la voiture. Il s'arrête, il s'effondre. J'ai la photo, c'est extraordinaire. Elle m'a envoyé la photo. Et il lui dit, ah, le salaud, quelle merde c'était. Il m'a refoulé 2 fois, il m'a refusé 2 fois. Donc, et elle s'effondre en larmes et elle lui dit, j'ai pas voulu en parler dans le groupe, mais c'était vraiment une fief et ordure. D'ailleurs, pendant ma séance, j'ai pas voulu non plus en parler, mais j'ai décidé de changer et de prénom et de nom, famille.
Et à l'époque, enfin, c'était très, très difficile. Et elle a pu effectivement changer de prénom et de nom. Ils ne se connaissaient pas, vous voyez. Et donc, il y a une amitié qui s'est nouée entre eux. Et ils se sont fait avancer l'un et l'autre. Et vous voyez, dans le groupe, il y avait des choses qui n'avaient pas pu se dire entre eux. Ils rentrent ensemble et voilà ce qui se passe. Et ça arrive très, très, très souvent. Très, très, très souvent. Donc, c'est ça la magie de ces groupes, c'est qu'il y a comme s'il y avait une espèce de... Il y a une sorte d'énergie spirituelle, oui, un égrégore, il y a quelque chose qui se passe que je n'ai jamais vu dans d'autres groupes. Et beaucoup de confrères qui ont fait leur formation avec Groff, on n'est pas beaucoup hein, en France à avoir fait notre formation chez Groff. Et je parlais avec une de mes amies avec qui j'avais fait la formation, qui est psy aussi, et elle me disait, mais oui, elle ressent ça aussi dans ces groupes. Il y a quelque chose qui est au-delà des mots. Alors, est-ce que c'est l'énergie de Groff qui a structuré tout ça? Je ne sais pas. Mais la formation, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, mais je dois dire que celle qui m'a marqué le plus, c'est celle avec Groff, parce qu'il a d'abord l'intégrité, il est pas du tout dans la gouroutisation, il est médecin, donc il est solide d'armature clinique, il est psychanalyste, et il est allé au-delà, c'est-à-dire que ça a été un aventurier de la psyché. Il a, il a exploré tous les royaumes de la psyché. Et, et c'est ça qui est fascinant. Il pouvait nous parler de ses expériences, il nous offrait ses expériences, toujours en nous disant, restez vous-même. Et c'est ce que j'aimais chez David Servan-Schreiber, parce que j'ai fait ma formation en EMDR avec David, et il nous disait, restez vous-même lorsque vous pratiquerez le EMDR. Ne soyez pas des techniciens. Et je trouve que ce qui est dommageable dans l'art psychothérapeutique, c'est que souvent les psys oublient que pratiquer la psychothérapie, c'est pratiquer un art. Mais pour pratiquer un art, il faut déjà savoir très bien posséder les outils. Mais une fois on possède les outils, la théorie, ça ne doit pas empêcher d'exister. Et c'est ce que j'ai ressenti chez Groff. Je sentais une structure, un enracinement extraordinaire. Et c'était un artiste. Chez Manoni aussi, chez Octave Manoni. Il portait bien son prénom, Octave. Et puis chez un de mes analystes aussi, à qui je racontais, chez lequel je suis restée très longtemps. J'ai envie de donner son nom parce que je lui rends hommage, qui s'appelait Yossi Saadia, qui était à l'Institut, qui était un analyste de l'Institut. Et, euh, et quand je racontais, pendant ma formation, je suis restée très longtemps en analyse chez lui. Et, et quand je lui racontais mes expériences, parce que je vivais des choses tellement fortes aux États-Unis que lorsque je revenais en France, je n'étais plus dans le cocon de Groff, dans le cocon transpersonnel, j'étais confrontée à la France, bon, à un pays très cartésien. À l'époque, il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de 35 ans. Alors, quand je parlais à mon psychanalyste de substances psychédéliques, d'expériences transpersonnelles, euh, voilà, il accueillait. Il disait rien, il accueillait. C'est ça, je trouvais ça extraordinaire. Et ça me permettait aussi, quand je lui parlais, de me rendre compte que je n'étais pas folle, en fait. Ça validait aussi le fait que j'étais pas du tout, je restais fonctionnelle. Mais je réalise qu'il me fallait quand même du courage pour pouvoir aller en parler à quelqu'un qui était un analyste et qui toujours lui aussi m'a encouragée à être, dans l'exercice de la... Et lui-même était un analyste très, très, très créatif. C'était un pharyngiste, donc... et, euh, et je me rends compte que j'avais besoin aussi, en tant que patiente, d'être avec des psychothérapeutes qui étaient libres aussi dans le cadre de leur pratique, tout en respectant le cadre aussi. Hein, je veux dire, le cadre doit être structuré pour le patient. Mais le patient doit sentir une liberté intérieure chez son praticien. Déjà, dans cette démarche, on a la respiration holotropique et puis tester aussi les psychédéliques.
Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, hein. On parle de la renaissance psychédélique, on redécouvre les aspects thérapeutiques de ces substances, mais je pense que quand vous les avez testées, on était loin de cette ouverture qui existe aujourd'hui. On était loin. Alors, pour revenir, parce que pour moi, la respiration holotropique, c'est indissociable de l'approche psychédélique, puisque c'est l'approche psychédélique qui a emmené Groff à la respiration holotropique. Et la respiration holotropique, c'est la respiration, en fait, c'est une technique qui a été utilisée par tous les grands mystiques, hein, pour rencontrer des états lumineux, des états extraordinaires. Et par les mystiques juifs, les mystiques soufis, chrétiens, hein. Saint Ignace de Loyola, Sainte Thérèse d'Avila. Et elle n'a rien de particulier, cette méthode. Ce qui est particulier, c'est tout le setting, c'est toute la théorisation de Groff autour de la respiration holotropique. C'est-à-dire qu'on ne n'est pas table rase, mais qu'il y a déjà, on est un être multidimensionnel. Et quand on va explorer ces états multidimensionnels, on se rend compte de façon beaucoup plus multiple, beaucoup plus avec un potentiel que l'on ignorait. Donc, c'est une mise à jour de qui on est. On ouvre les tiroirs. C'est un peu comme la Vierge à tiroir de Dali. On ouvre des tiroirs qui, sans cette approche, seraient demeurés clos. Moi, je vois là, tellement de personnes qui ont suivi des stages ont vu leur vie transformée. Certains ont abandonné des jobs dans lesquels ils s'emmerdaient pour devenir artistes. D'autres ont commencé, j'ai beaucoup de patients qui ont commencé des études de psycho et qui sont maintenant de remarquables psychothérapeutes. Ça ouvre. Si vous allez voir un psychologue ou un psychothérapeute qui est classique et rigide, je ne crois pas que vous pourrez vous expandre. C'est la liberté intérieure du psy. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment mes patients qui font des études de psychoclinique, quand ils sont suffisamment maturés, parce qu'on peut faire des études de psychoclinique à 45 ans ou 50 ans, après avoir fait de nombreuses années de thérapie, à se former à d'autres approches, mais des approches qui leur correspondent. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir offrir à leurs patients un panel pour qu'eux-mêmes puissent s'exprimer. On ne peut plus pratiquer la psychanalyse, même si vraiment je lui reste fidèle dans son outil de compréhension de la psyché humaine. Pour moi, l'écoute analytique, c'est l'écoute qui est la plus profonde, qui est la plus subtile. Mais pouvoir offrir à son patient différents outils et à partir de ces outils, proposer au patient l'outil qui est le plus judicieux, c'est permettre aussi d'aller plus vite. Alors, on va pas, il y a pas de, je veux dire, il y a pas de raccourci. Mais c'est vrai qu'on peut plus pratiquer l'analyse, 3 séances par semaine, le psychanalyste est derrière, ne dit rien. C'est plus possible. Notre société a complètement changé. Mais, je demeure absolument, je parle pour moi, hein, que c'est important qu'au départ, pour un psychothérapeute, il y ait un travail analytique. Après, il ira explorer, il fera son propre voyage. Mais c'est quand même un outil qui permet d'aller très très loin. Mais ça n'est pas suffisant. Et la respiration holotropique versus thérapie psychédélique, finalement, le format, c'est le même. La respiration, avec le LSD, c'est la substance, les musiques, il y a un thérapeute à côté, il y a un travail corporel, puisque sous l'emprise de la respiration ou du LSD, on peut ressentir des tétanisations, hein, des crispations musculaires, qui sont des expressions symboliques de ce qui se passe dans notre psyché. Donc, le praticien, le psychothérapeute, doit très bien connaître le travail sur la cuirasse caractérielle, hein, le travail reichien, hein, sur la cuirasse. Et donc, si les mains sont comme ça très, très recroquevillées en griffes, à ce moment-là, très, très délicatement, on va poser notre main sur celle du patient et on va lui demander de résister à notre pression et d'exprimer un son. Et notre pression sur la cuirasse musculaire et l'expression du son de la part du patient libère l'énergie qui était encapsulée, enquistée dans le corps. Donc, il y a un travail corporel qui est extrêmement important et qui permet au corps de venir participer à l'expérience. Quand vous êtes, par exemple, vous pratiquez, vous faites une séance de breathwork derrière votre écran et que votre corps se met à tétaniser, vous imaginez la crise d'angoisse du patient et qui est à côté de lui? Enfin,
Donc, il y a le travail corporel, le protocole est le même, donc on est allongé dans l'obscurité avec un masque qui stimule la nuit utérine. On se coupe de tout bruit extérieur et de toute influence extérieure. Et la musique, elle est mise très très forte, justement pour qu'on baigne dans un bain de son. Donc vous êtes dans la nuit utérine, en fait. Et en respiration holotropique, la séance dure 3 heures en elle-même, hein. Ensuite, vous faites un dessin, un mandala, et il y a une verbalisation autour de l'expérience. En séance psychédélique, la séance dure plus longtemps puisque l'emprise de la pilule va durer 12 heures. Et lorsque vous sortez de cette transe, de cet état modifié de conscience, la séance n'est pas terminée pour autant, parce qu'il y a des retours. Donc c'est important d'avoir quelqu'un auprès de vous pendant 2, 3 jours. On sait qu'il y a des retours. Hein, ne rentrez pas chez vous, hein, ok, ça y est, le voyage est terminé. Non. Il peut y avoir des retours de la pilule et qui vont faire revivre un nouveau voyage. Et moi, je suis contre des groupes qui se passent le week-end. Bon, voilà, on arrive le vendredi soir, on prend la pilule le samedi, le dimanche matin, on s'en va. Mais attendez, mais c'est fou. Il faut, moi, je pense que le fait que à nouveau, hein, on s'intéresse, on redécouvre le potentiel de guérison des états modifiés de conscience avec l'aide de microdosing, psilocybine, LSD, c'est très très bien. Mais on doit le faire auprès de psychothérapeutes qualifiés qui connaissent la psychopathologie, qui savent dire non à un patient, qui savent aussi faire une anamnèse de la vie du patient et leur dire, ben non, voilà, je ne vous le conseille pas, je ne pourrais pas vous accompagner parce que ce ne serait pas judicieux, ce serait dangereux pour vous. Il y a un tel tourisme actuellement que vraiment, il faut mettre les gens en garde. Enfin, ça me met en colère, en fait. Vous êtes intéressé au chamanisme, aux psychédéliques, à la respiration holotropique, mais aussi à d'autres choses comme les extractions et les recouvrements d'âme, à la psychophanie, des choses d'ailleurs que vous pratiquez dans votre cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est tout ça? L'approche que j'utilise le plus, par exemple, quand un patient vient pour un recouvrement d'âme, j'ai été formée à l'approche chamanique. Je ne vais pas au chamanisme parce que c'est quelque chose, à la pratique chamanique euh, par Michael Harner, qui a créé la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, qui est un anthropologue américain, et qui a reconceptualisé l'approche s'appelle l'approche néo-chamanique, qui s'inspire euh, des techniques chamaniques ancestrales. Et j'ai été formée aussi par Sandra Ingerman, hein, qui est la spécialiste mondiale du recouvrement d'âme, qui est psychothérapeute. Michael, tout en étant anthropologue, je crois qu'il était aussi psychothérapeute et il enseignait l'anthropologie à Berkeley. Donc, ce sont des gens qui ont une structure, une assise universitaire, académique importante. Et pour moi, c'est très important. J'aurais pas pu me former auprès de gens qui étaient uniquement dans l'expérientiel, sans avoir une assise théorico-clinique. Donc, j'ai beaucoup aimé ces enseignements. J'ai pratiqué, alors euh, ce que j'aimais dans ces approches, dans leur enseignement, c'est qu'ils nous disaient toujours, Michael ou Sandra, pour ceux qui s'intéressent au chamanisme, lisez les livres de Michael Harner ou Sandra Ingerman. Ne lisez pas autre chose, c'est du pipi de chat. Et si on veut s'intéresser à celui qui a peut-être le mieux conceptualisé le chamanisme sans l'avoir pratiqué, c'est Mircea Eliade, les techniques archaïques de l'extase. Là, c'est solide. Sinon, c'est n'importe quoi. C'est une tarte à la crème maintenant, le chamanisme. Donc, euh, Michael Harner disait que c'est pas nous qui décidons de nous orienter vers le chamanisme, c'est les esprits qui nous choisissent. La respiration holotropique, c'est une forme de chamanisme, puisqu'on est dans un état de conscience modifié, une expansion de conscience. Le chamanisme,
L'approche chamanique au tambour, c'est la rencontre avec un autre état, avec un état de conscience élargi, avec le battement, la pulsation régulière du tambour qui va vous mettre, qui va vous aider à changer de niveau de conscience. Ça, c'est la voie sèche en chamanisme, mais aussi la voie humide qui sont les substances psychédéliques, l'ayahuasca, les champignons, la psilocybine, la datura, enfin, peyote. Quand on fait un voyage chamanique, alors on va nous expliquer qu'il y a trois mondes. Il y a le monde du milieu qui est le monde humain, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et vous allez rencontrer dans le monde d'en bas des esprits totems, ce qu'on appelle aussi des animaux de pouvoir. Et dans le monde d'en haut, vous allez rencontrer des esprits guides à forme anthropomorphique. Et puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Alors, vous pouvez, alors je rebondis. Donc, quand le chaman, qui est un guérisseur, un sorcier, va opérer un soin sur un patient, il va opérer le soin dans une autre réalité, accompagné de ses esprits guides. Donc, j'ai réfléchi après 30 ans de pratique, je me suis dit, mais finalement, le monde d'en bas, est-ce que c'est et le monde d'en haut, est-ce que ce ne sont pas les mondes de l'inconscient? Nous sommes des Occidentaux et on ne peut pas pratiquer le chamanisme comme des chamans autochtones. C'est pas possible. Et de plus en plus, je reviens au fait que nous sommes occidentaux et que c'est pas la peine d'aller singer des chamans d'Amazonie ou de Mongolie parce qu'on n'a pas, on n'a pas le même inconscient qu'eux. La psychanalyse, c'est un outil extraordinaire pour les Occidentaux. Point. Et je crois que c'est vraiment important parce que si on s'éloigne de notre société, de notre culture occidentale, on se perd. Moi, je m'aperçois que j'ai été dans plusieurs civilisations. J'ai j'ai tout fait tellement dans mon milieu parce que c'était le milieu de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les exterminations, oui, que j'ai eu besoin d'aller visiter d'autres traditions. Alors, je suis allée en Inde, j'ai eu un maître indien, j'ai suivi pendant longtemps l'enseignement d'Osho. Je me suis intéressée au soufisme avec Pir Vilayat Inayatran, qui était un soufisme universel, donc qui était américain. Je ne sais pas si vous l'avez connu. C'était un enseignement magnifique, mais en dehors de tout dogme et toute religion. Je déteste les dogmes. Donc, je m'intéressais à des enseignements qui étaient en dehors des chapelles. Et puis, je suis allée. Bon, j'étais dans le monde. J'étais une globe-trotteuse. Je suis allée au Mexique, j'ai pris des champignons avec des. J'en parle dans mon bouquin. Enfin, non, j'ai pas butiné, j'ai vraiment exploré. Et puis, en vieillissant, en prenant de l'âge, je me suis dit, mais j'ai une tradition qui est extraordinaire. Il faut que j'y retourne. C'est pas il faut que j'y retourne, c'est la vie m'a ramené. Et puis, j'ai réalisé que tout était à ma porte, en fait. Tout était à ma porte, mais j'avais besoin pour grandir il y a il y a un texte dans la Bible, dans la Torah, qui s'appelle l'Er Lecha. Ça veut dire quitte ton père et ta mère pour te trouver enfin. Ben oui, c'est donc en allant explorer le monde, j'ai quitté mon père et ma mère, j'ai rencontré Groff, j'ai pris des substances et j'ai retrouvé ma propre tradition, mais en la faisant mienne, en la choisissant moi. C'est ça, tout ce voyage, en fait. Euh, donc, le chamanisme, je me suis dit, ben oui, en fait, laisse-toi porter par ton intuition, laisse-toi porter par ton inconscient, deviens un bambou vide et reçois les informations. Et je me suis aperçue que c'était ça pour moi. Et que le chamanisme, ça m'a amené, enfin le chamanisme, le néo-chamanisme, m'a amené à oui, il y a une espèce, on va au centre du noyau, et qu'on n'a pas besoin de terminologie, en fait. Et plus on travaille sur soi, plus notre intuition et notre connexion aux différents niveaux de réalité s'accentuent et se développent.
Et j'avais entendu dans une séance pendant mes formations, tu es une penseuse d'âme. Et si vous me demandez maintenant, mais finalement, est-ce que vous êtes psychanalyste, vous êtes, comme je vous le disais au début de notre entretien, je suis une penseuse d'âme. Ou bien je dirais en musique, vous savez, un arrangeur, voilà, ou euh, celui qui répare les notes discordantes des pianos. J'aide à remettre en ordre, hein, les notes discordantes et à recréer de l'harmonie chez le patient. En fait, je travaille en tant qu'artiste. Et le chamanisme et la respiration holotropique m'ont permis de découvrir que en fait, j'étais une artiste. Et je me suis autorisée à, parce que ça m'a révélé cela. Donc, je dirais que ce sont des voies d'accès à notre inconscient. Je me souviens quand je faisais mes formations, donc quand je suivais les formations, vous aviez des gens qui racontaient des voyages, mais en technicolor. Alors, et j'ai vu mes animaux de pouvoir m'ont emmené, etc. Et j'ai vu qu'ils m'ont montré que un tel et un tel avait une tumeur dans l'estomac. Donc, vous faites des exercices en binôme dans les formations et quelqu'un va vous balancer que vous avez une tumeur. Attendez, il faut s'autoriser, on ne peut pas balancer comme ça. Et puis, vous revoyez la personne plusieurs années après, elle va très très bien, elle n'a pas eu de tumeur. Ou bien, ah là là, fais attention, ton mari te trompe ou ta femme te trompe. Fais attention les projections, hein. Voilà. Donc, le chamanisme, c'est pas à mettre entre toutes les mains. On n'est pas chaman parce qu'on décide, on a lu 3 bouquins. Et voilà, comme disait Michael Harner, ce sont les esprits qui nous choisissent et qu'il y a mille et une façons de pratiquer le chamanisme. Euh, et puis, qu'est-ce que le chamanisme? Enfin, je veux dire, dans notre société occidentale, le guérisseur, c'est un chaman. En fait, initialement, le chaman, c'est celui qui voit dans la nuit. Le mot, hein, c'est un mot tungus, c'est un mot, le mot initial, c'est saman, c'est celui qui voit dans la nuit. Mais le psychanalyste, c'est celui qui voit dans la nuit aussi. Il voit dans la nuit du patient, il voit dans sa propre nuit. Enfin, et je crois que c'est important de nous approprier ce qui nous appartient et de ne pas aller chercher à picorer à droite et à gauche, parce que sinon, j'ai l'impression que l'on perd de notre essence et que rien ne vaut l'expérience personnelle. C'est pas croire en, c'est expérimenter les choses. C'est, vous parliez de la psychophanie. Alors, quand je fais des séances, par exemple, quand je fais une séance de psychophanie, la psychophanie, c'est un dialogue. Alors, qu'est-ce que c'est, la psychophanie? Donc, initialement, c'est une approche qui a été créée par une orthophoniste australienne ou néo-zélandaise, australienne, je crois, qui s'appelait Margaret Crossley. Et elle a reçu en rêve cette approche pour qu'elle l'utilise auprès de patients autistiques. Au même moment, à des milliers de kilomètres, un prix Nobel de physique reçoit la même approche pour pouvoir communiquer avec son fils qui est autiste. Ils ne se sont pas concertés. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'au même moment, des disciplines sont découvertes, sont arrivées en channeling à des milliers de kilomètres. Et ça, c'est la théorie des champs morphogénétiques. Hein, c'est ça qui est des résonances morphiques entre les êtres qui sont branchés. Donc, On le moi, voit même en science, hein, où comment? on le voit même en science, Ah mais oui, des découvertes sont faites plus ou moins au même moment par des équipes de recherche différentes. Alors, comment j'ai découvert la psychophanie? Je me souviendrai toujours, j'étais chez Virgin, Champs-Élysées, ce grand magasin, et j'étais au rayon ésotérique. Parce que chaque fois que j'allais chez Virgin ou à la Fnac, moi j'adorais aller explorer les rayons ésotériques. Et je vois un livre
qui s'appelle Le livre d'Anaël. Alors, je trouvais que c'était un joli prénom. Anaël, ça faisait très angélique. Elle, ça veut dire Dieu en hébreu. Anaël, le livre, c'est Dieu est avec Anna. En fait, Anna, elle. Anna de Dieu. Et le livre a été préfacé par un rabbin qui était le grand rabbin de France à l'époque, qui s'appelait le rabbin Joseph Citruc. Alors je dis, bon, ça ne doit pas être une connerie pour que Citruc préface le bouquin. Donc je l'ouvre et je lis la préface du roman Citruc qui dit qu'Anaël est une petite fille polyhandicapée, autiste, qui a 5 ans, qui ne s'est jamais levée et dont les parents désespérés ont recherché des techniques de soins et puis ont découvert cette méthode qui s'appelle la psychophanie. À l'époque, ça ne s'appelait pas la psychophanie, ça s'appelait... Psychophanie, c'est le langage de l'âme, en fait, c'est la communication de l'âme. Et donc, cette petite fille qui n'avait jamais parlé, donc, a rencontré des psychophanistes, des thérapeutes formés à cette approche. Et elle a eu plusieurs enseignants, enfin, plusieurs praticiens, et notamment une femme qui s'appelle Anne-Marguerite Vexio, qui était orthophoniste elle-même et qui a fait connaître la psychophanie en France. Donc, suivant les thérapeutes qui s'occupaient d'elle, elle donnait des informations différentes. Alors, avec Anne-Marguerite Vexio, elle parle de sa naissance, de sa conception, et puis avec d'autres thérapeutes, alors, notamment des thérapeutes juifs, elle délivre des informations kabbalistiques, talmudiques, mais extraordinaires. Alors je me suis dit, les autres thérapeutes, les thérapeutes juifs qui se sont occupés d'elle et qui, par la main desquels se délivrent ces messages, est-ce que ce sont des gens qui ont un savoir et qui le répercutent à travers la parole, enfin, la parole qui est dans le silence? Je ne suis peut-être pas très claire. Une séance, autrefois, la séance de psychophanie se pratiquait de cette façon. Le thérapeute tenait le doigt du patient devant un clavier et il suivait donc la main du thérapeute, suivait l'impulsion, le mouvement du doigt du patient qui se dirigeait vers une touche du clavier. Maintenant, ça se pratique complètement différemment. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Maintenant, il suffit, on peut faire la séance de psychophanie en étant en face du patient, en se focalisant sur l'inconscient du patient, ou bien, moi, ce que je faisais avant, je demandais au patient de mettre sa main sur mon épaule, ça crée un contact physique, de penser à rien, il peut penser au sandwich, au coca qu'il a mangé et bu à midi, mais ce qui va s'écrire sous ma main, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, c'est un dialogue d'inconscient à inconscient et c'est une communication télépathique. On ne peut absolument pas expliquer ce qui se passe. Alors évidemment, ça a été très mal vu, que les gens qui pratiquaient la psychophanie forment une secte, que Marguerite Vexio, la pauvre, avait créé une secte en France. C'est pas du tout le style, hein. Et donc, moi, j'ai eu une séance avec Marguerite Vexio. Euh, j'ai été la voir, elle habitait à Saint-Cloud à l'époque, et les informations que j'ai eues étaient très, très techniques et avaient tourné autour de ma conception et utilisaient le langage d'Anne-Marguerite. C'était un peu compliqué, mais c'était la pionnière. Ensuite, la technique a évolué. Je suis allée voir d'autres psychophanistes et les informations qui s'écrivaient étaient fonction aussi de la psyché du thérapeute. Et chaque psychophanie était écrite dans un style différent. Parfois c'était juste, les informations, parfois ça n'était pas juste. D'où l'importance pour le psychophaniste d'avoir fait un travail suffisamment élaboré sur lui pour ne pas être dans la projection. Parce que ce qu'on peut écrire, c'est peut-être aussi un matériel qui nous appartient à nous et pas nécessairement au patient.
Et quand j'ai fait ma formation, il y avait dans le groupe des gens complètement allumés, qui n'avaient jamais fait de travail sur eux, parce qu'on s'entraîne les uns les autres. Et quand ils me faisaient des psychophanies, mais c'était leur matériel dont ils parlaient. Donc, il faut faire très, très, très attention là aussi, parce que c'est très séduisant. En fait, c'est comme de la voyance. Mais il faut aussi savoir, comme en psychothérapie, que c'est l'ouverture de la personne. Si elle s'ouvre à vous, si elle ouvre son inconscient, vous allez recueillir du matériel, parfois qui est très, très refoulé et dont elle n'a même pas conscience, mais les portes de la perception s'ouvrent. Et ce qui est fabuleux, c'est que un jour, je dis à une patiente, dans une séance de psychophanie, et elle m'avait jamais parlé de sa grand-mère, d'une arrière-grand-mère qui était couturière. Et il y avait quelque chose, il y avait un destin de femme qui était un destin très, très, très noir. Et les femmes étaient, elles étaient isolées dans un atelier, elles faisaient de la couture toute la journée. Et elles détestaient la couture, ma patiente. Et puis, dans la psychophanie, j'écris. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va très, 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 très vite. Quand, quand j'écris un texte, même si j'adore écrire, bon, il y a quelque chose qui s'élabore, ça prend du temps. Mais là, c'est extraordinaire, la rapidité à laquelle ça va. Et je lui lis le texte, et donc, eh bien, ça parlait d'une vieille grand-mère qui était veuve, qui était habillée en noir, qui cousait, qui était seule, et puis, puis qu'elle appartenait à une destinée de femme seule. Je me souviens plus très bien. Et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, mais c'est complètement juste. Où vous avez été prendre ça? Mais je dis, mais c'est vous qui m'avez donné l'information. Hein, c'est comme les patients ils nous parlent, même dans le silence, parfois on reçoit des informations qui nous aident aussi à orienter la thérapie. Hein. Voilà, donc je dirais que c'est une forme de médiumnité. En fait, la psychophanie, c'est un médium entre l'inconscient du patient, enfin du thérapeute et l'inconscient du patient, ou l'inconscient du patient et celui du thérapeute. À la différence près que dans la psychophanie, comme ça se passe dans un lieu thérapeutique, il va y avoir des séances d'intégration par rapport au matériel qui est sorti, ce qui est très différent, hein. Exactement. Alors, les psychophanistes voient ils disent même pas le patient, le client, et ils le voient plus après. Quand je pratique une séance de psychophanie, c'est généralement lorsque le patient a du mal à verbaliser quelque chose, je lui dis, voilà ce que je vous propose. Et ensuite, le matériel est élaboré. Mais bien sûr qu'il y a une intégration. C'est du matériel qui ne pouvait pas se dire verbalement, hein, mais qui vient se... Et parfois, pendant une séance de psychophanie, je continue par de la respiration holotropique parce que parfois c'est fermé aussi. C'est fermé. Et je peux proposer au patient respirer, hein, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc je mixte. Mais je travaille comme ça lorsque c'est un patient que je suis. Je fais très peu de séances de psychophanie avec des gens que je ne suis pas, parce que ça ne m'intéresse pas de faire une séance de psychophanie, puis après la personne part dans la nature. Et ça, voilà. J'aime beaucoup pratiquer la psychophanie avec des gens que je connais. Parce que vous pouvez donner des informations qui ne sont pas justes. Vous dites à un thérapeute, mais non, je ne suis pas d'accord. Et le thérapeute va vous dire, si, 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 c'est sorti de votre inconscient. C'est pas vrai. Je veux dire, il faut aussi le patient, la personne qui vient, elle sait aussi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Sinon, le praticien se met dans une posture de toute puissance. Euh, Vous pourriez aussi nous dire quelques mots de l'extraction et du recouvrement d'âme. alors, l'autre jour, donc donc j'étais formée je vous ai dit tout à l'heure, au chamanisme par Michael Harner et Sandra Ingerman. Et Sandra est la spécialiste du recouvrement d'âme. Et l'autre soir, dimanche, on avait une réunion par Zoom pour se tenir au courant les uns des autres. Et elle nous disait que vu cette vulgarisation éhontée du chamanisme, plus ça allait,
plus elle revenait à la psychothérapie traditionnelle. Et que lorsqu'on pratique, et moi je le pratique en tant que psy, hein, lorsque je fais une extraction, l'extraction en fait c'est une forme de dissociation. Lorsque quelqu'un a vécu un traumatisme, il y a une partie, la partie souffrante, qui va partir. Alors, on ne fait pas un recouvrement d'âme tout de suite après le traumatisme, comme on ne fait pas de MDR tout de suite après le trauma. Moi, j'ai vécu une expérience très, très douloureuse, une MDR tout de suite après ma deuxième agression. C'était, voilà, donc on attend un certain temps avant de pratiquer un recouvrement d'âme. Donc, je, je- une personne a vécu un viol quand elle était petite. Et donc elle vient me voir. Mais je pratique aussi très très peu de recouvrement d'âme auprès de gens que je ne suis pas. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de miracle. Le recouvrement d'âme, comme l'extraction, ça ne va pas. On travaille à un niveau symbolique, en fait. Ça ne remplace ni un traitement médical, ni une psychothérapie. Donc, la personne vient me voir, ou bien on découvre dans la thérapie qu'il y a eu un viol, un abus sexuel. Donc, le patient va vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est vide, ou j'ai l'impression qu'entre tel mois, vous connaissez tout ça, entre telle année et telle année, j'ai pas de souvenir, il y a une amnésie. Donc, le travail psychothérapeutique se fait, et puis la patiente sait que je pratique le recouvrement d'âme. Elle me dit, est-ce que vous pensez que je suis prête? Donc, quand je pense qu'elle est prête, donc le patient est allongé. Avant le Covid, moi, je m'allongeais, on était allongé. J'avais ma cheville, mon genou et mon épaule contre la cheville, le genou et l'épaule du patient. Et puis, je mettais une cassette, en général de Sandra Ingerman, qui jouait du tambour. Et je partais, donc, au son du tambour, donc, dans la réalité non ordinaire, à la recherche des parties manquantes de la petite fille. Et on a plein d'informations à ce moment-là. Mais la partie manquante de cette petite fille qui a été abusée à l'âge de 5 ans, elle n'a peut-être pas envie de revenir. Parce que là où elle est dans le monde non ordinaire, c'est pas le même temps que dans la réalité humaine, dans la réalité qu'on appelle profane. Hein. Donc elle me dit, non, non, j'ai peur, je veux pas. Alors je discute avec elle, je négocie, mais voilà, l'adulte que tu es ne peut pas vraiment évoluer ou vivre sa vie parce qu'elle ressent qu'il y a une partie d'elle qui lui manque et vous avez besoin de faire corps ensemble, de vous retrouver, de faire alliance, etc. Alors, cette partie manquante peut être d'accord, comme elle peut ne pas être d'accord. Si elle n'est pas d'accord, ben, je reviendrai plus tard si tu es d'accord. Et si elle est d'accord, donc je la ramène dans mes mains comme ça. Et puis, comme un trésor, donc moi j'étais tout allongée. Et puis, je vais m'asseoir et je vais insuffler cette partie que j'ai ramenée au niveau de la couronne, hein, du chakra coronal et au niveau du plexus. Là. Et je dis, bienvenue à la maison, welcome home. Puis ensuite, je mets de la musique classique, où je demande au patient de respirer tranquillement dans cette partie d'elle-même que je vais ramener. On reste un certain moment, et puis ensuite, il y a une élaboration verbale. Je lui demande comment elle se sent. Je ne vais jamais parler de ce que la petite fille m'aura dit là-haut, ou de donner des éléments dont elle n'a pas conscience, parce que comme il y a eu un traumatisme, pas la peine d'en rajouter. Donc, et si on parle trop, à ce moment-là, on mentalise l'expérience, qui est une expérience sensitive, qui est une expérience symbolique. Donc, l'important, c'est de ne pas mettre trop de mots. Trop de mots, ça nuit à l'expérience. Ça, c'est le recouvrement d'âme. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que le patient va faire de ce qui lui a été ramené. Parce que si on lui ramène une partie de lui-même qui manquait, il y a tout un travail d'intégration. Comment vivre avec cette partie qu'on a rapatriée? L'accepter, l'intégrer
hein. Il y a ce quelque chose en plus avec lequel il va falloir vivre et puis opérer des changements. Ça, c'est tout l'art thérapeutique. L'extraction, quelqu'un vient. Donc, je prends toujours mon tambour, alors, même pour le recouvrement d'âme. Je prends toujours mon tambour d'abord, je crée un espace, il y a toute la création d'espace thérapeutique. Et lorsque je sens que la personne est prête, à ce moment-là, on commence le travail. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'avant le Covid, on était allongé, hein, à côté de la personne. Certaines parties du corps se touchaient. Maintenant, non. Le patient est allongé sur mon divan et moi, je suis dans mon fauteuil. Je prends mon tambour, je chante. Il y a des chants qui peuvent sortir. Et puis, lorsque je suis prête, hein, lorsque je sens que énergétiquement je suis prête, à ce moment-là, je reste dans mon fauteuil, hein, et je, je pars dans la réalité élargie, hein, à la recherche du... Voilà. Maintenant, c'est ça le protocole. C'est un peu plus difficile que lorsqu'il y a le toucher thérapeutique. C'est un peu plus difficile. L'extraction, donc la modalité, c'est la même. Le patient est allongé. Alors, ça peut être il y a différentes. Pourquoi le patient vient? Oh, je ne me sens pas bien, je suis très très fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai peur d'avoir un cancer parce que ma mère, bon, j'ai 50 ans et à l'âge de 50 ans, ma mère est morte d'un cancer et j'ai peur de répéter, etc. Alors, je parle, hein, et puis je lui propose de s'allonger et je lui demande de respirer un peu plus vite. Je prends mon tambour. Parfois, je lui demande de respirer au son du tambour. Il n'y a aucune séance qui soit la même. Et puis, accompagné, alors autrefois je vous disais accompagné de mes animaux de pouvoir. À ce moment-là, vous êtes accompagné par l'énergie de votre animal totem et vous allez rentrer votre main à l'intérieur du corps du patient ou pas. Ou bien vous faites ça au niveau éthérique. Et ce que vous enlevez, vous le mettez dans un peu d'eau. Vous avez un vase avec de l'eau, ou bien un pot de terre, ou bien vous allez vers la fenêtre et vous jetez. Vous ne dites jamais ce que vous avez enlevé. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas la peine d'injecter du drame chez le patient. Mais vous lui dites que vous travaillez à un niveau spirituel, un niveau psychospirituel, mais que ça n'empêche surtout pas d'aller voir un médecin. Vous l'encouragez à aller voir un médecin, à faire des analyses et à faire un travail psychothérapeutique. Généralement, les gens sont déjà en psychothérapie, soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas faire de travail d'extraction ou de recouvrement d'âme si les gens n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. Parce que ça va les renforcer dans l'aspect magique de cette approche. Et c'est une approche qui demande aussi du travail. Votre pratique est très éloignée de la psychanalyse classique. Alors, ce rapprochement entre spiritualité, hein, les mondes invisibles, etc., c'est depuis les années 1970, euh, c'est en cours avec notamment la naissance de la psychologie transpersonnelle, mais c'est encore très controversé. Comment accueille la communauté scientifique, la communauté psychanalytique? Comment est-ce qu'elles accueillent votre positionnement d'aujourd'hui et votre pratique? Qu'est-ce que vous avez comme réaction autour de vous par rapport à ça? Alors, quand j'ai commencé ma formation chez Groff, j'ai pris mes distances par rapport à l'establishment. C'est exactement cette phrase de Freud que j'aimerais retrouver, euh, qui est tellement parlante et qui m'a accompagnée toute ma vie. Je suis Verseau, hein, donc si vous connaissez un peu l'astrologie, je suis très très Verseau. Le Verseau, c'est l'ère du changement, hein, c'est la remise en question de tout ce qui a plus court en fait. C'est l'exploration de ce qui est, c'est l'avant-garde, c'est ce qui n'est pas encore reconnu, et c'est le rejet des conventions. Quand j'ai commencé ma pratique, j'appartenais à plein d'écoles, à des groupes psychanalytiques, etc. J'intervenais. Et quand j'ai commencé ma pratique chez Groff, enfin ma pratique, ma formation du moins,
mais je m'en suis foutue. Et Groff, malgré tout son savoir et sa connaissance, il est critiqué par l'establishment officiel. Il est critiqué, il n'est pas reconnu. Quand on l'a fait venir 2 ou 3 fois en France, euh, et Patrice Van Hersel faisait l'interview pendant les 2 ou 3 fois. Et mais on a eu très très peu de médecins qui sont venus, très très peu de médecins. Lorsque et j'ai commencé vraiment à prendre mes distances, lorsqu'on a créé une antenne d'une association qui s'appelait le SEN aux États-Unis, Spiritual Emergency Network, le réseau d'aide spirituelle aux gens qui vivaient des expériences de mort imminente. Et à l'époque, il était assez de fou. Autrefois, quand un patient racontait au médecin qu'il avait vécu une expérience de NDE, Near Death Experience, mais il était neuroleptisé. Donc, on a créé une association en France, à la tête de laquelle il y avait 2 psychiatres reconnus. Et puis, il y avait comme psychanalyste, psychothérapeute, vous connaissez Georges Siamed, un psychanalyste très compétent, qui travaille aussi autour des états d'expansion de conscience. Il y avait moi, et je ne me souviens plus qui encore. On a été accusés d'être une secte. Donc, j'ai écrit à l'époque, Match avait écrit un article sur le SEN. Donc, j'ai écrit à la journaliste qui était à l'origine de l'article, et je lui ai proposé de venir à un groupe de respiration holotropique, parce qu'on accusait la respiration holotropique. Donc, je lui ai proposé. Je l'ai invité. Je l'ai invité aussi à venir parler avec moi dans mon cabinet où je pouvais me déplacer. Je n'ai jamais eu de réponse. Bon, maintenant, la respiration holotropique, ça n'est plus accusé d'être une secte. Mais en France, dès qu'on sort des clous, des routes balisées, dès qu'on est un peu différent, on fait peur. Regardez le MDR, le temps que ça a mis en France pour être reconnu. Moi, je me souviens quand je me suis formée avec David Servan-Schreiber et que j'en ai parlé à des confrères, on dit, mais t'es complètement folle. Alors, avant, c'était la respiration holotropique, maintenant, c'est le MDR. Mais comme ils voyaient que j'avais des réussites, que mes patients allaient bien et qu'ils allaient de mieux en mieux, j'ai eu de plus en plus de psys qui sont venus dans mes groupes, hein, et qui se sont formés ensuite. Mais il faut tellement de temps en France. Alors, moi, ça m'était égal de ne pas faire partie de groupe. Je suis quelqu'un de très libre. C'est toujours mon expérience qui m'a guidée. Comme je ne suis pas du tout dans la croyance, je suis dans la politique de l'expérience. C'est-à-dire que c'est l'expérience qui nous façonne et qui nous féconde. Mais il y a certaines expériences qui ne sont pas à vivre tant qu'on est des expériences psychiques, tant qu'on n'est pas prêt. Alors, vous parlez vous parlez du chamanisme tout à l'heure. Comment on devient chaman? Comment on pratique le chamanisme? On ne peut pas le pratiquer vierge de toute expérience. Et dans la tradition amérindienne, on parle du démembrement et que le chaman ne peut pas devenir sorcier. Le docteur, le spiritual doctor, le médecin spirituel, s'il est pas passé par des phases de douleur, de souffrance, qui sont en fait comme des douleurs d'enfantement. Moi, j'ai été agressée 2 fois, une fois arme à feu, la deuxième fois arme blanche. Et pourquoi je fais confiance à ce que j'entends? C'est le soir de mon agression, un de mes fils a téléphoné à un copain psychiatre, lui a raconté ce qui s'était passé. Et cet ami a dit, je vais venir et je vais mettre Martine sous antidépresseur et anxiolytique. Et j'ai dit à Pierre, mon ami, j'ai pris le téléphone et je lui ai dit, Pierre, tu sais, j'ai une approche chamanique. Je vais prendre mon tambour et je vais demander
grand architecte à l'univers, comment je peux me guérir de ce stress traumatique. J'ai entendu pain en français et en anglais. Pain et paint. Je suis dans les deux langues toujours. Et à ce moment-là, j'habitais rue Notre-Dame-des-Champs, Montparnasse, pratiquement au coin de la rue de la Grande Chaumière, où, j'en parle dans mon livre aussi, parce que ça m'a tellement marqué, où il y avait deux magasins de peinture, d'articles pour peintres. Et j'ai acheté, je n'osais pas y rentrer avant parce que je n'étais pas légitime, j'ai acheté plein de matériel. Et j'étais dans un autre état, hein. Puis j'ai acheté de très grandes toiles. Notre appartement était au sixième, donc j'ai monté, parce que la toile, j'ai acheté des grandes toiles. Moi, j'aime pas ce qui est petit, donc j'aime les grandes surfaces. Donc j'ai monté les 6 étages du pied. Et je me suis mise à peindre, à peindre, à peindre la nuit, le jour, entre deux patients, dans une toute petite pièce qui nous restait dans l'appartement. Et j'ai peint en état d'expansion de conscience. Si je n'avais pas eu cette agression, j'aurais jamais commencé à peindre. Et j'enseigne maintenant un atelier qui s'appelle le pinceau chaman, où j'enseigne aux gens à rencontrer un animal totem et à peindre incorporé par l'énergie de cet animal totem. Il a fallu ensuite que je recouvre mon équilibre. C'est évident que quand vous vivez une expérience aussi traumatique, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Donc c'était une phase de démembrement. Deuxième, deuxième agression, j'étais agressée au couteau, j'en parle dans mon bouquin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais une voix m'avait dit, quand j'étais avec mon avant-dernier patient, que j'allais être menacée d'un poignard et que je n'allais pas ressortir vivante. C'était très clair, c'était la claire audience. Et en étant avec cet avant-dernier patient, je me dis, mais Martine, tu as une grande imagination, mais il y avait quelque chose qui était bizarre. Il me regardait d'une façon bizarre, il me dévorait un peu de façon psychotique. Comme je suis une vieille routière de la thérapie, je me suis dit, Martine, tu as beaucoup d'imagination. Et puis, il me faisait peur. J'avais froid dans mes os. Mais c'est un pauvre homme, en fait. Donc, la consultation se termine. Il demande à me voir la semaine suivante, là, dans 15 jours après. Mais c'était l'autre d'après, le criminel. Donc, une force m'avait dit que je n'allais pas ressortir vivante, que j'allais être menacée d'un couteau. Et c'était le patient suivant, qui était un faux patient, en fait. Et pourquoi j'ai sauté par la fenêtre? Parce que cette voix m'avait dit que je n'allais pas sortir vivante. Donc, après, j'ai écrit mon livre. Parce que j'ai eu du temps, mon corps a été fracassé. Et ce temps de démembrement, c'était vraiment littéralement du démembrement, hein. Il a fallu qu'on me remembre. Et le mythe d'Osiris, c'est ça, hein. Il est coupé en deux, en plusieurs morceaux par son demi-frère Seth, hein, et il est remembré par Isis, qui le remet, qui le reconstitue dans son entièreté. C'est ça l'approche chamanique. On ne peut pas être guérisseur, on ne peut pas être psychothérapeute ou psychanalyste si on n'a pas été malade, si on n'a pas été dans la souffrance, si on n'a pas exploré nos propres dédales, si on n'a pas vécu la nuit noire de l'âme. Et le chamanisme, c'est ça. On ne peut pas se déclarer chaman parce qu'on a fait 2 stages, point barre. C'est la souffrance et notre façon d'avoir dépassé la souffrance qui va faire qu'on va être au chevet de la souffrance de l'autre et que notre intuition aussi va se développer. Mais notre intuition, elle n'est pas toujours au rendez-vous avec tous les patients. Elle n'est pas toujours là. Alors, il y a aussi une histoire que je trouve merveilleuse. Je faisais ma formation chez... j'étais dans un stage de formation chez Sandra Ingerman. Et ça, c'est un rêve complètement chamanique. Et dans mon rêve, je, donc je suis à l'intérieur du ventre d'un tigre, un peu comme Jonas dans le ventre de la baleine. Et je me sens très, très bien dans ce... je me repose à l'intérieur du ventre du tigre. Alors, il m'avait avalé par sa gueule, et puis je descends dans son corps. Puis j'étais vraiment bien au chaud, j'étais bien. Puis je me réveille le matin. Ah là là, je me suis dit, bon, donc ça veut dire que le tigre, ça doit être un de mes autres animaux totems.
Et puis, c'était l'avant-dernier jour de notre enseignement. Et l'avant-dernier jour, Sandra mettait toujours des objets dont elle ne voulait plus et chacun venait se servir. Et on donnait un peu d'argent pour, parce qu'elle elle avait créé une bourse pour des étudiants qui n'avaient pas d'argent, et cette bourse permettait aux étudiants de suivre ses enseignements gratuitement. Et tout le monde avait choisi son objet. Je n'avais pas vu les. J'étais un petit peu dans les. J'étais encore dans mon rêve. Et le seul objet qui restait, c'était un tigre. Voilà. Ça, c'est des clins d'œil, vous voyez. Ça veut dire que c'est juste. Et que quand j'étais dans le ventre, j'étais vraiment du tigre. J'étais dans un autre niveau de réalité. Vous savez si c'est un rêve nocturne, un rêve banal, mais vous savez, on sait quand c'est un rêve qui a une autre portée, en fait. On vous écouterait des heures. Ah, vous êtes- On va inviter nos auditeurs à lire votre livre. Et donc, Une scie parle aux esprits chez Mama Édition. Qu'est-ce que vous voulez donner comme mot de la fin? Alors, il y a une phrase que je dis souvent. Alors, j'anime aussi des stages de respiration holotropique et de chamanisme. Et le prochain, ça sera lors du week-end de la Pentecôte. Ça sera un stage de 4 jours. Toutes les informations sont sur mon site, psyemergence.com. Et puis, on peut me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. On peut m'écrire aussi. Je réponds pas tout de suite, mais je réponds. On Et mettra toutes les informations dans la vignette clinique, il y a dans une la phrase vignette que j'aime. de présentation. Et oui, c'est quelque chose que je vais avoir, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Bon Et, anniversaire à l'avance. je vais commencer, je suis en train de créer de nouveaux ateliers pour les seniors, pour les aider à retrouver le réenchantement. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un, il n'y a pas d'âge pour danser, il n'y a pas d'âge pour peindre, il n'y a pas d'âge pour recommencer sa vie, parce qu'on a plusieurs vies dans une vie. Je vais vous dire l'âge que j'ai, mais j'ai un certain âge. Et voilà, j'ai toujours eu cette capacité à me réenchanter après les traumatismes. Et jusqu'à notre dernier souffle, tout peut arriver de positif et d'ensoleillé. Et cette phrase de Steve Jobs, je crois que j'en ai fait ma phrase, c'est Stay hungry, stay foolish. C'est une phrase qu'il avait prononcée après un cours à Stanford. Restez affamés, soyez fous. C'est pas soyez psychiatriquement fous, c'est restez fous, osez être qui vous êtes. Voilà, dansez. C'est une invitation à la danse de la vie. Et voilà, c'est ce que j'ai envie. Moi, j'adore m'amuser, j'adore danser, j'adore les couleurs. Et c'est ce que j'ai envie maintenant de transmettre, et dans la ludicité. Eh bien, un grand merci pour tout ça. Merci à vous, Evelyne. C'était un plaisir de rebondir sur vos questions. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour d'autres aventures.